Bonjour tout le monde, nous voilà en 1938 et le Reich produit plus de films que tous les autres pays d'Europe. Avec 5500 salles de cinéma et 2 millions de sièges, l'Allemagne passe en deuxième position après les États-Unis d'Amérique. Avant les longs métrages, des films culturels ouvrent la séance. On y distille en réalité l'idéologie nazie ainsi que des actualités et leur visionnage est obligatoire à partir de cette année-là. Les caisses du cinéma ferment en début de séance. Comme cela, le spectateur est obligé de passer par le pré-programme s'il veut voir son film. C'est aussi l'année d'or de l'industrie cinématographique française avec 122 films. 6 millions de Français se rendent au moins une fois par semaine au cinéma, ce qui veut dire un septième de la population. C'est énorme. Cette année-là, c'est aussi le décès de Georges Méliès, réalisateur, illusionniste et acteur français. Il est considéré comme l'un des principaux créateurs des premiers trucages du cinéma. Il a été le premier cinéaste à utiliser des storyboards et il a fait construire le premier studio de cinéma en France. En 1899, il est considéré comme le premier réalisateur d'un film politique et militant dans toute l'histoire du cinéma, avec son film L'affaire Dreyfus. Est-ce un hasard si aujourd'hui nous allons parler de la vie d'Émile Zola et de l'affaire Dreyfus? Pour ces 10 premières années d'Oscar, je me suis amusée à faire une petite statistique sur les maisons de production et le nombre de nominations pour le meilleur film qu'elles ont reçu, ainsi que le nombre d'Oscars. Pour comprendre le paysage des années 30, il faut savoir qu'il y avait les Big Five. Et oui, les 5 plus grosses maisons de production étaient surnommées ainsi, tout comme les 5 plus grosses récompenses des Oscars. Il y avait la Metro-Goldwyn-Mayer, la Paramount Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros. Et RKO Pictures. Il y avait aussi les Little Three Majors, Universal, United Artists et Columbia Pictures, la seule des 8 à n'avoir eu aucun Oscar est United Artists, c'est pourquoi elle ne figurera pas dans les statistiques. Sur les 86 nominations au meilleur film en 10 ans, les 5 grandes maisons de production sont en dessous des 10 nominations. Elles ont toutes un Oscar, ce sont l'Universal, la Columbia, la Warner, la RKO et la Fox. La Paramount, elle, monte à 19 nominations et un Oscar. Et c'est la MGM qui gagne avec 22 nominations et 4 Oscars. Je vous laisse en déduire ce que vous voulez, mais je ferai un petit chapitre sur les 5 grandes maisons de production, juste pour dire comment les Oscars ont été créés. Place maintenant aux Oscars. Et sur les 10 nominés, nous avons 3 comédies, une comédie musicale, Dina et ses Boys, une comédie romantique, Cette sacrée vérité, une comédie dramatique, Pension d'artiste, un film d'aventure familiale, Capitaine courageux, un drame policier, Rue sans issue, 3 drames, Visage d'Orient, L'incendie de Chicago, Une étoile est née, un film d'aventure fantastique, Les horizons perdus. Alors là, ça me surprend un peu que de la fantaisie, du fantastique arrive dans le monde en 1930. Et un film biographique, La vie d'Émile Zola, avec 10 nominations, dont 3 qui ont reçu l'Oscar pour le meilleur film, le meilleur scénario et le meilleur rôle masculin secondaire. Le réalisateur du film, Dieter Ley, était encore en Allemagne en 1928. Il est arrivé en Amérique et en 1937, pendant la Grande Dépression, il a fait ce film sur l'antisémitisme. Même si des études du début du XXe siècle ont noté ce film comme un exemple de la timidité d'Hollywood à l'époque, l'antisémitisme n'est jamais mentionné dans le film et le mot juif n'a pas été dit dans le dialogue une seule fois pendant le film. Je pense qu'avec le Code ACE toujours pratiqué, il était impossible de faire autrement. D'ailleurs, le film n'est pas sorti avant 1952 en France et il était censuré. Je vais donc de ce pas voir le film et vous dire ce qu'il en est. A tout de suite. Vous vous souvenez mon entrée en matière dans la dernière vidéo? Prochain film, La vie d'Émile Zola. Comme son nom l'indique, le biopic sur la vie d'Émile Zola. Eh bien, le titre est trompeur. Le premier tiers du film, on voit effectivement la vie d'Émile Zola, son amitié avec Paul Cézanne, ses écrits, son succès. Et tout d'un coup, on parle de l'affaire Dreyfus sans Émile Zola. Donc on se dit qu'on est dans un deuxième film, qu'on a changé de chaîne, on comprend pas très bien, et puis tout d'un coup Émile Zola revient pour prendre la défense de Dreyfus pour un combat pour la vérité. C'est un film héroïque, comme son personnage, sur la quête de vérité absolue, un film qui en vaut la peine et un film fort. Prochain film, une comédie de Frank Capra. Vous ne l'emporterez pas avec vous. Un peu de légèreté me fera beaucoup de bien. À très vite.